Déjà 4 morts et 11 blessés en Afrique du Sud où les forces de l'ordre ont bloqué une nouvelle marche anti-apartheid. Élection en Nouvelle-Calédonie le 29 septembre, Edgar Pisani nous explique les mesures de protection qu'il a prises. Course-poursuite entre la CGT et un train de la régie Renault emportant des machines en Espagne. Les hooligans, terreur du football anglais, semblent avoir fait quelques émules en France autour du Paris Saint-Germain. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une fois de plus, en Afrique du Sud, la police et l'armée ont réussi aujourd'hui à bloquer une manifestation anti-apartheid. On parle déjà de 4 Noirs tués aujourd'hui et 11 blessés. En dépit de l'arrestation hier de leur chef de file, le pasteur Alan Boesak, des centaines de manifestants noirs et métis avaient entrepris une marche sur la prison de Pollsmoor, où leur leader historique, Nelson Mandela, est emprisonné depuis 23 ans. Joël Hazard. L'heure n'était pas à la violence ce matin pour ces manifestants venus réclamer la libération de Mandela. La cité métisse d'Athlone résonnait de leurs chants. Mais en face, les autorités de Pretoria avaient planté le décor. La manifestation pacifique décrétée illégale, l'armée et la police attendaient de pied ferme les marcheurs anti-apartheid. Ce lieutenant de police somme la foule de se disperser, mais avant même qu'elle ait pu réagir à la mise en demeure, c'est la charge, au fouet. En lançant son appel à cette marche publique, le pasteur Boesak, arrêté hier, avait tout prévu. Le monde nous regardera et verra que si violence il y a, c'est seulement du fait de la police, avait-il affirmé. Il disait vrai. Bastonnade, arrestation de pasteurs, au moins 4 morts, un nombre de blessés largement plus élevé que celui annoncé. Si Noirs et Métis n'ont opposé que de maigres barrages pour ralentir l'avance des policiers, en face, la rage l'a emporté sur la détermination. Les manifestants n'auront pu finalement marcher vers la prison de Mandela, mais c'est au prix d'un quadrillage impressionnant, blindés, hélicoptères, cordons de soldats et de policiers que les autorités de Pretoria auront réussi à dissuader par la force. La foule s'est dispersée. La marche des étudiants blancs du Cap vers la résidence du président Botha n'aura pas eu plus de latitude. Reste que les policiers n'ont pas eu la main lourde à l'encontre de ces adversaires-là de l'apartheid. Nouvelle-Calédonie, les élections régionales auront lieu le 29 septembre. Le Conseil des ministres a confirmé cette date ce matin. Il a défini en même temps toute une série de mesures destinées à garantir le bon déroulement des opérations de vote. Des mesures dont Edgar Pisani, le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie, vient de préciser le détail à Fernand Tavares. Nous avons pris nos dispositions pour que les manœuvres, les oppositions, les violences à la limite, que l'on a connues et qui ne sont pas acceptables puissent être évitées. Je crois que jamais dans l'histoire politique de la France on a réuni autant d'éléments de certitude. Faire présider tous les bureaux de vote par des magistrats, ça ne s'est jamais vu. Tout le monde doit pouvoir voter et ceux qui habitent Nouméa et qui pourtant ont leurs attaches en brousse pourront voter par procuration, mais non pas par une procuration donnée à Dieu sait qui, mais par procuration donnée entre les mains du magistrat qui présidera le bureau de vote, c'est-à-dire avec toutes les garanties imaginables. Ce qui veut dire que les réfugiés, ce qu'on appelle les réfugiés, par exemple de Thio, je donne un exemple à Nouméa, voteront à Thio. Précisément, monsieur le ministre, à propos de Thio, le conseil municipal a été dissous il y a plusieurs mois de cela. Quand vont avoir lieu sur place de nouvelles élections? Il appartient au haut commissaire de fixer la date de ces élections, c'est de sa compétence. Il reçoit de moi une orientation très claire. Nous souhaitons, je souhaite, que les élections municipales à Thio aient lieu le même jour que les élections régionales. Ce n'est pas la peine de multiplier les moments de tension que constitue toute élection n'importe où dans le monde. Un certain nombre de leaders de l'opposition ont annoncé leur venue en Nouvelle-Calédonie pour la campagne, justement. Est-ce que vous êtes inquiet ou pas? Je souhaiterais que leur principale préoccupation soit la Nouvelle-Calédonie. Rien de semblable ne m'est assuré. Je pense que certains d'entre eux peuvent provoquer des passions. Je souhaite qu'ils ne le fassent pas trop. Les forces de l'ordre ont reçu mandat de juguler tout trouble, quelle qu'en soit l'origine, quel qu'en soit le responsable. Une campagne électorale est un rite que tout le monde doit respecter parce que de lui dépend l'avenir.
Monsieur le ministre, une toute dernière question qui concerne l'affaire, ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire Léotard. Alors, je sais que vous avez été choqué par les propos qu'a tenu le secrétaire général du Parti républicain. Est-ce que véritablement sur place, vous avez le sentiment qu'il y a des fonctionnaires qui font autre chose que leur travail de fonctionnaire, c'est-à-dire qui militent soit dans les milieux anti-indépendantistes ou dans les milieux indépendantistes? J'espère qu'il y a des fonctionnaires qui militent. Mais le problème est de savoir s'ils ne font pas leur métier sous prétexte qu'ils militent. Je dois honnêtement dire que je ne connais pas de cas qui m'aient été cités et qui méritent qu'on le retienne. Je ne connais pas de cas qui m'aient été cités. Et vous savez, M. Léotard n'est pas à une erreur près. Il a suggéré que je sois soumis à la loi anti-casseurs, ou je ne sais quoi de ce genre. Or, elle a été abrogée il y a 2 ans. Ce qui fait beaucoup. Il a même accusé la chancellerie d'évoquer des dossiers à Paris en les retirant des mains des magistrats. Cela n'est pas possible. Seule une instance juridictionnelle, seuls des magistrats peuvent décider pour des raisons graves de transférer un dossier d'une cour d'appel à une autre cour d'appel. Si bien que les propos de M. Léotard me paraissent fondés beaucoup plus sur un impressionnisme politique avec des objectifs électoraux immédiats que sur une analyse sérieuse de la situation en Nouvelle-Calédonie. Précisément, François Léotard vient d'annoncer qu'il s'expliquerait vendredi, après-demain, sur les accusations qu'il a lancées. Il faut dire qu'elles ont soulevé un beau tollé au gouvernement et aussi parmi les magistrats de Nouméa. Le secrétaire général du Parti républicain avait fait cette déclaration dimanche dernier au retour de son voyage en Nouvelle-Calédonie. Éric Pierrot. Était-ce à cause des agressions plutôt violentes des indépendantistes de Thio? Toujours est-il que François Léotard est revenu de sa visite en Nouvelle-Calédonie dimanche dernier en prononçant des accusations graves. Une contre le gouvernement, qui aurait selon lui entrepris une destruction systématique de l'administration de l'État, et une autre contre des fonctionnaires en poste dans le territoire. Des propos qui ne sont pas tombés dans des oreilles de sourds. Charles Hernu et Pierre Jox réagissaient dès lundi. Les ministres de la Défense et de l'Intérieur demandaient à François Léotard de produire les preuves matérielles de ces accusations dans les délais les plus brefs, en le menaçant de saisir la justice pour injures, diffamation et outrage. Ce matin, la polémique rebondissait. Les sections de l'USM et du syndicat de la magistrature de Nouméa priaient le député du Var de préciser ses affirmations. Invité aussi chaleureusement à fournir ses preuves, François Léotard s'expliquera dans une conférence de presse vendredi après-midi à Valbonne, où se tient l'université d'été du Parti républicain. Et justement, la rentrée politique s'amorce sur les plages françaises. C'est au Cap d'Agde aujourd'hui que Valéry Giscard d'Estaing vient de faire la sienne devant les jeunes giscardiens qui tenaient leur campus d'été. Une fois de plus, l'ancien président de la République a usé d'une des formules imagées dont il a le secret. En France, il y a beaucoup de gens, et vous-même, qui avaient envie d'entreprendre, de travailler, de créer. Mais vous avez le sentiment d'avoir des semelles de plomb et de ne pas pouvoir avancer. Eh bien, puisque vous avez le sentiment d'avoir des semelles de plomb, il faudra mettre la France en espadrille. Qu'est-ce que les Français ont dit en 1981? Ils ont dit on va essayer le socialisme. Ils n'ont pas en réalité, ils ne se sont pas engagés dans le socialisme. Ils ont dit on va l'essayer peut-être. Et ils ont transformé le peut-être en non. Et en 1986, ça sera la même chose. Les Français, le plus grand nombre, diront sans doute, on va essayer le libéralisme. Et ils diront peut-être. Et notre tâche, votre tâche, ce sera de transformer ce peut-être en oui. Le permis de construire, bientôt simplifié, c'est également une décision du Conseil des ministres d'aujourd'hui. Désormais, ce permis ne sera plus nécessaire avant d'entreprendre de petits travaux, comme par exemple la construction d'une véranda ou le percement d'une fenêtre. Rodéo ferroviaire entre la CGT et la Régie Renault aujourd'hui. Cette dernière, la Régie, a décidé de déménager plusieurs machines de son usine de Douai pour les installer dans sa filiale en Espagne. Et la CGT a tout fait pour essayer de bloquer le train qui les emportait. Elle n'a pas pu empêcher le départ, elle a réussi à bloquer le convoi à Bordeaux, mais finalement il vient d'en repartir. La police, quelques instants avant la charge. Peu après 19 h, les CRS reçoivent l'ordre de faire évacuer les abords du train. Une première charge repousse les militants CGT groupés devant la locomotive. Une deuxième, à l'extérieur de la gare, empêche tout nouveau rassemblement. Aucun incident sérieux n'est signalé et le train de 13 machines-outils de Renault Douai reprend sa route vers l'Espagne.
Le convoi arrêté en gare de Bordeaux vers 15 h par la CGT a provoqué l'interruption de tout le trafic pendant 2 heures, avant d'être conduit sur une voie de garage. Le train avait quitté Douai la nuit dernière après intervention des gendarmes mobiles et alors que les militants CGT le gardaient depuis 15 jours. Riposte immédiate, le blocage total du trafic en gare de Douai et un comité d'accueil à Bordeaux pour stopper le train. Pour la CGT, pas question de transférer du matériel vers l'étranger pendant les congés. Pour la direction de Renault, on envoie 13 machines en Espagne, mais Douai doit en recevoir 187. Le travail reprendra lundi à l'usine, mais on peut penser que l'épreuve de force n'est pas finie. Rien de nouveau dans l'affaire Greenpeace en ce qui concerne l'enquête, mais en revanche et curieusement, tout s'arrange du côté de la Nouvelle-Zélande. Ce matin, après avoir entendu les propos de Laurent Fabius, le ton du Premier ministre néo-zélandais a brusquement changé de registre, il retrouve le sourire et il dit même qu'il est satisfait. Chantal Bretz. Le bouillant Premier ministre néo-zélandais est connu pour ses jugements à l'emporte-pièce et son franc-parler. Mais cela suffit-il à expliquer un tel revirement en 24 heures ? Monsieur David Lange, pour qui la France n'était plus un pays honorable après les conclusions du rapport Tricot, s'affirme aujourd'hui satisfait par la déclaration de Laurent Fabius, pourtant d'une extrême fermeté à l'égard des exigences de la Nouvelle-Zélande. Monsieur Lange n'en considère pas moins que cette déclaration constitue le développement le plus proche, dit-il, des excuses officielles qu'il avait demandées à la France. Faut-il voir là l'œuvre de la diplomatie entre deux gouvernements socialistes qui ne divergent essentiellement que sur la question des essais nucléaires français dans le Pacifique Sud, à moins que la soudaine modération de M. Lange ne s'explique du fait que la justice néo-zélandaise ne disposerait pas de preuves suffisantes pour conclure à la culpabilité des agents de la DGSE dans le sabotage du Rainbow Warrior. Nos voisins allemands jouent de malchance eux aussi avec leurs services secrets. Après le scandale TIDG, le numéro 2 du contre-espionnage passé à l'Est, le grand patron des services de renseignement vient d'annoncer lui-même aujourd'hui son limogeage par le gouvernement. Et en même temps, on apprenait qu'un nouvel espion venait de réussir à s'enfuir en Allemagne de l'Est. C'est le 5e depuis le début de ce mois. Francine Raymond. Herbert Ellenbroich, le chef du contre-espionnage ouest-allemand, a annoncé lui-même cet après-midi qu'il était limogé. Il est accusé d'avoir couvert son collaborateur Hans-Joachim Thiege, passé à l'Est, alors qu'il connaissait parfaitement ses problèmes personnels. Thiege était dépressif, il buvait et était couvert de dettes de jeu. On lui reproche de n'avoir pas cru bon d'avertir son ministre de tutelle, le ministre de l'Intérieur, Friedrich Zimmermann. Herbert Ellenbroich explique pour sa défense que s'il n'a rien dit, c'est en raison d'une importante opération en cours, une mission délicate qui avait précisément été confiée à Thiege. Le chef du contre-espionnage ouest-allemand pourrait entraîner dans sa chute son adjoint. En agissant vite et en faisant tomber des têtes parmi les responsables du contre-espionnage, Helmut Kohl évite que l'affaire Thiege ait des répercussions à un échelon plus élevé de l'appareil politique. La responsabilité du ministre de tutelle, le ministre de l'Intérieur, n'est pas établie. Le gouvernement n'est pas touché. Alors que dans l'opposition social-démocrate, on continue à demander la démission du ministre de l'Intérieur. Le SPD a encore sur le cœur l'affaire de l'espion Guillaume qui avait conduit le chancelier Willy Brandt à démissionner en 1974. Helmut Kohl ne touchera pas son ministre de l'Intérieur, proche du leader des chrétiens sociaux Franz Josef Strauss. Au contraire, il conforte sa position en lui demandant de prendre des mesures pour améliorer le fonctionnement des services secrets allemands. Au sud Liban, une nouvelle voiture suicide a explosé près de Saïda, faisant 4 blessés parmi les miliciens de l'ALS qui soutiennent Israël. Cela s'est passé peu après la libération par les Israéliens de 113 nouveaux prisonniers détenus à Atlit. 5 de ces prisonniers libérés ont été enlevés dès leur arrivée au Liban, l'un par un groupe armé inconnu, les 4 autres par des miliciens du mouvement chiite Amal. Tout va bien de nouveau à bord de la navette américaine qui a commencé hier son 20e vol. Pourtant, cette mission de Discovery semblait bien mal engagée. Et les techniciens de la NASA ont réussi aujourd'hui à retourner la situation. L'équipage a pu larguer 2 satellites en un temps record. Daniel Durandet. Les responsables de la NASA nous ont montré une fois de plus, la nuit dernière, qu'ils étaient passés maîtres en matière de renversement de situation. Alors que cette enveloppe thermique protégeant les 3 satellites avait été endommagée peu après le décollage du Discovery, la mission tout entière risquait de devenir un véritable fiasco.
Décision contre toute attente des responsables du programme, largage immédiat du satellite australien OSAT-1, 24 heures avant le moment prévu. Ainsi, on ne risquait pas de détériorer les instruments du satellite, qui auraient été sinon soumis aux fantastiques changements de température entre la nuit et le jour, qui se succèdent là-haut, toutes les 20 minutes. Et puis, 3 orbites plus tard, c'est-à-dire 4h30 après, ce qui ne s'était jamais fait auparavant avec la navette, largage du second satellite, la SC-1, un satellite d'affaires américain. Reste maintenant demain à catapulter le 5M4, le frère jumeau de celui qui, depuis avril dernier, dérive sur une mauvaise orbite dans l'espace. La récupération et la réparation de ce satellite en perdition, ce sera vendredi le clou de cette mission avec, n'en doutons pas, un nouveau et fabuleux spectacle, Made in Space. Explosion en série de plusieurs camions-citernes chargés de produits dangereux cet après-midi dans le département de la Seine-et-Marne. L'accident s'est produit dans une usine de la zone industrielle de Mitry-Mory. Une personne a été tuée et 2 autres blessés par ces explosions. Les camions contenaient de l'hydrazine, un carburant pour fusée très explosif et inflammable. Un large secteur a dû être évacué autour de l'usine. À l'heure qu'il est, l'incendie a été maîtrisé et tout risque de pollution en outre semble écarté. On croyait la France à l'abri des hooligans, ces voyous qui hantent les stades de football anglais et qui sont responsables en partie de la tragédie du stade du Heysel en Belgique. Or, il semble que le Paris Saint-Germain soit entouré depuis quelque temps de quelques supporters dont il se passerait bien. Ils ont ravagé ces derniers jours les stades d'Auxerre et de Laval avant de s'en prendre hier à celui de Nice où le Paris Saint-Germain doit jouer vendredi. Émilie Rafoul. En un mois, Auxerre, Laval et maintenant Nice, décidément le Paris Saint-Germain se traîne des supporters très particuliers, quelques gros bras qui visitent les locaux des stades les veilles de rencontres. Ici à Nice, leurs exploits sont évalués à 1 million de francs. Inconnus au bataillon en France jusqu'à la saison dernière, ces jeunes gens à coup sûr aiment les vainqueurs. Il a suffi que le Paris Saint-Germain prenne la tête du championnat, totalisant 7 victoires et seulement 1 nul sur tous les matchs disputés, pour que ces hooligans version parisienne saccagent et signent leurs actes dans les coulisses des stades. Un peu gênés par ces supporters encombrants, les responsables du Paris Saint-Germain prennent leur distance et les qualifient de groupuscules. Les mêmes ou non, voilà en tout cas ce que Canal+ recueillait dans les gradins parmi les fans du Paris Saint-Germain à la fin de la saison dernière au Parc des Princes. Comme à Liverpool, qu'est-ce que ça veut dire? Nous on a raison, on est hooligans. Vous êtes hooligans, ça veut dire quoi être hooligan? On est nationalistes. On est pour la France aux Français. Bon, pour la France aux Français, là, il y a un match Paris contre Toulouse. Qu'est-ce que ça veut dire de crier à mort Toulouse? Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la haine. Nous on en a marre, nous. La société nous rejette tout ça et nous on vient au Parc des Princes pour tout casser. Il suffit d'à peine 20 excités pour saccager des locaux. Jusqu'à présent, les matchs, eux, se sont déroulés sans aucun débordement. Oui, et soyons bien clairs, le match Nice-Paris Saint-Germain aura bien lieu tout de même vendredi, après-demain. Tennis, deuxième journée des internationaux des États-Unis à Flushing Meadows, avec aujourd'hui l'entrée en lice des Français. Noah et Forget viennent déjà de se qualifier. Parmi les favoris, Lendl et Becker, le vainqueur de Wimbledon, ont également passé le premier tour sans problème. En revanche, John McEnroe, qui s'est qualifié lui aussi, a eu bien du mal à le faire tout de même. Michel Drey. Flushing Meadows a retrouvé son idole, John McEnroe, mais pas le génie de la petite balle, l'autre, le tennisman peu inspiré, pas sûr de lui, comme à Wimbledon, celui qui souffre et qui souffle quand il ne domine pas son sujet. Plus de 4 heures de jeu contre le 119e joueur mondial et une petite victoire en 5-7. L'Israélien Glickstein a même mené 2-7-1 pour ne s'incliner qu'au tie-break au 5e après la 5e balle de match. Lassitude ou changement de génération, en tout cas, c'est un nouvel avertissement qu'a reçu John McEnroe. Becker, lui, a la tranquille assurance des gagneurs. Son adversaire, l'Australien Peter Dehan, a résisté 3 petits sets, 6-4, 6-1, 6-2. Un peu impressionné par le cadre, Becker a très vite repris le dessus, faisant preuve encore une fois d'une présence physique, d'une énergie qui en disent long sur ses possibilités. Becker et McEnroe devraient se retrouver en quart de finale. Depuis que l'US Open a lieu à Flushing Meadows, depuis 1978, c'est toujours un gaucher américain qui s'est imposé. 4 fois McEnroe, 3 fois Connors. Un droitier allemand de 17 ans, jeune loup de l'opposition,
aimerait bien mettre un terme à ce septennat de la gauche. Ou la politique ne va-t-elle pas se nicher? Le Français Guy Forget, qui, je vous le rappelle, vient de se qualifier, l'a même fait brillamment tout à l'heure, puisqu'il a battu Queren très facilement, Queren qui est tête de série numéro 5. Il y avait un loto tout à l'heure, un tirage du loto, il fallait jouer 8, 12, 20, 24, 41 et 42, numéros complémentaires le 26. Et puis il y aura demain un quartet sur l'hippodrome de Vincennes, le prix de Vendée. Sur les 19 partants, M. Courtine a choisi le 18, qui est son joker, le 15, le 14, le 11, le 19, le 12 et le 7. Le temps pour demain, pas de problème, l'été continue. Il y aura encore du soleil sur tout le pays, avec seulement quelques passages nuageux, pas très graves, le soir près de la Manche. Les températures, bien sûr, continuent de monter. 22 à 24 au nord, 25 à 28 dans le centre et 29 à 30 dans le midi. Pour demain soir, je vous fixe un rendez-vous un peu tardif, 23 h. D'ici là, passez une excellente fin de soirée sur la 3. Et avant de vous quitter, je vous rappelle les principales nouvelles de cette journée. Bonsoir et à demain. Afrique du Sud, 4 morts et 11 blessés, bilan provisoire de la marche des Noirs bloquée par la police. Nouvelle-Calédonie, Edgar Pisani annonce que l'élection de Thio aura lieu en même temps que le scrutin régional, le 29 septembre. La CGT n'a pas pu bloquer le train emportant des machines Renault de l'usine de Douai en Espagne.